Tu montes, tu baisses la vitre. Donc je vais tirer avec un grand herbe laser. Il est mort, il est mort. Coup de feu annoncé par le poste 3. Montez. Voilà, là il a été abattu là. On essaie d'attraper des gros trafiquants, parce que c'est comme la drogue, c'est pareil pour moi, c'est la même chose. 200 kilos, ça peut faire entre 80 et 120 000 euros. Ouais. Bonjour monsieur, c'est la police de l'environnement. Ça chante. C'est un véritable pillage de la faune sauvage. Je dirais qu'il y en a pour entre 2 et 3 000 euros. Vous comptez arrêter de braconner un jour? Jamais. Il n'y a que la mort qui t'arrête. Bonsoir et bienvenue dans l'enquête exclusive qui s'intéresse ce soir aux nouveaux braconniers. Nous partons sur leurs traces un peu partout en France, dans les campagnes. Si en effet les produits du terroir sont de plus en plus recherchés par les consommateurs, ils intéressent tout logiquement ces nouveaux délinquants, notamment les gros gibiers, les espèces d'oiseaux rares, les saumons sauvages, mais aussi les civelles. Un business aussi juteux qu'illégal. Pour le combattre, la police de l'environnement emploie les mêmes méthodes que contre le grand banditisme. Planques, filatures, écoute téléphonique, arrestation parfois musclée. Alerte dans nos campagnes, c'est un document signé Clément Voyer et Damien Fleurette pour l'agence 1827 et enquête exclusive. Presque minuit, quelque part en Corse. L'obscurité est totale. Aux commandes de l'opération qui se prépare, Christophe Leonardi. Comme un gilet pare-balles, en fait pour se protéger d'un éventuel coup de fusil. Une paire de melottes ici. Et on est équipé d'une arme de défense. Quel calibre ça? C'est du 9 mm Parabellum. Du 9 para. 5 hommes sont mobilisés, tous des policiers de l'environnement. Leur cible, des braconniers qui sévissent dans la zone. Donc là on passe de l'autre côté pour avoir une vision un peu plus élargie du dispositif. Au bout de quelques minutes, au loin, une voiture attire l'attention de Christophe. Il y a peut-être quelque chose. Grâce à des lunettes de vision nocturne, il remarque que le conducteur éclaire la végétation. Il y a une lampe. Là, il y a un type dans un champ là. Une voiture qui roule lentement, au milieu de nulle part. Pour Christophe, le comportement est suffisamment suspect pour vite intervenir. Apparemment, d'après ce qu'on a vu, c'est qu'il aurait un phare rotatif. Et donc on peut supposer qu'il braconne. Resté au point d'observation, 3 de ces hommes le guident par radio. La voiture est sortie doucement, elle est en train de remonter vers vous, elle a repris la route. Ok, bien reçu, essaye de la suivre au maximum. Plus de 90 km/h sur des petites routes de campagne. En quelques minutes, les 2 agents rattrapent la voiture suspecte. Attends, c'est bon, c'est là. C'est là. Ils tentent de la doubler. Mais le conducteur, lui, accélère. Ça s'arrête pas. Le braconnier prend tous les risques. La police de l'environnement ne lui fait pas peur. Une course-poursuite s'engage. Attention les gars. Christophe tente de relever la plaque d'immatriculation. 2607. Difficile à cette vitesse. Et après un virage, plus aucune trace de la voiture. Il a pris à gauche, hein? T'as pas vu? Le conducteur aguerri laisse les 2 agents bredouilles. Pour les policiers de l'environnement, les interventions sont de plus en plus dangereuses. Là. Ils ont pas peur. Ils ont pas peur de forcer un barrage, de créer des accidents, de te rentrer dedans, je pense. Et pire, c'est qu'il y a 80% de chances qu'il y ait un fusil dans la voiture. Ces dernières années, les braconniers se comportent comme de grands délinquants et sévissent partout sur notre territoire. Nos forêts, nos 3400 km de côte et même nos villes. En France, le braconnage est une vieille tradition qui n'épargne aucune région. Mais fini l'époque où il servait à se nourrir ou à arrondir ses fins de mois. Aujourd'hui, le braconnage est un business qui peut rapporter beaucoup d'argent. 200 kilos, ça peut faire entre 80 et 120 000 euros. Ouais. Ça peut aller vite. Hein. Pour gagner des fortunes en un temps record, ces nouveaux braconniers trafiquent de petites anguilles, qu'on appelle des civelles. Ils utilisent les mêmes méthodes que des narcotrafiquants. Aux côtés des policiers de l'environnement, nous avons découvert les multiples visages du braconnage. Une traque sans relâche, dans des lieux parfois inattendus.
Bonjour monsieur, on est de la police de l'environnement. Perquisition, vaste coup de filet, des opérations coup de poing pour tenter de sauver ce petit oiseau, le chardonneret. C'est un véritable pillage de la faune sauvage. Ces crimes contre la nature, des citoyens les combattent. Ils font respecter à leur manière les nouvelles lois qui protègent de plus en plus d'espèces menacées. J'ai fait assez de chemin comme ça. la merde dans le trou du cul des autres. Parce qu'on défend la planète, monsieur, voilà ce qu'on fait. Dans le sud de la France, nous avons aussi suivi la trace d'une nouvelle espèce, créée spécialement pour le braconnage. Des sangliers croisés avec des cochons. Les chasseurs ont été des apprentis sorciers parce qu'ils ont démarré la machine et maintenant ils n'arrivent plus à la rattraper. Aujourd'hui, ces animaux se reproduisent tellement vite que de plus en plus d'agriculteurs sont obligés de les abattre illégalement pour sauver leurs champs. La plaine. Oh, on dira 3, 1, 2. Et depuis quelques années, certains braconniers se sont endurcis. Ils n'ont plus aucun état d'âme. C'est une nouvelle forme de braconnage. Il tire pour tuer et il est sur place. En quête de sensations fortes, ils défient les autorités. Le but, tuer un animal, juste pour le plaisir. C'est le braconnage j'ai fait. Il est mort, il est mort, il est mort. Perdus dans nos campagnes, mais parfois même aux portes de nos villes, immersion au cœur d'une bataille bien française. Poste 4, 5 pour Saint-Clair. Police de l'environnement contre nouveaux braconniers. La France est le pays d'Europe où l'on chasse le plus. Chaque année, environ 1 million de chasseurs tuent plus de 30 millions d'animaux. C'est tout à fait légal et chacun a sa spécialité. Pour Daniel et Céric, c'est le sanglier. Mais depuis quelques années, le plaisir n'est plus vraiment le même. Au début, quand on chassait un sanglier, c'était l'événement, quoi. On en prélevait 3 à 4 par an, quoi. Un petit peu plus quelquefois, mais maintenant, il y en a beaucoup plus. Et il sait de quoi il parle. Dans la Drôme, il a 50 ans de chasse au compteur. Nous voilà au cabanon. Entre septembre et février, il retrouve ses amis, 3 matins par semaine. Salut. Salut René. Salut. Avant chaque partie de chasse, Daniel rappelle toujours la même consigne. Les chasseurs sont obligés de ne viser qu'une seule espèce. On tire sur un animal identifié. Aujourd'hui, on chasse que le sanglier. Et en voiture, ils embarquent 15 chiens, spécialement dressés pour pister les sangliers. Arrivés en lisière de forêt, ce sont eux qui lancent la battue. Dans cette zone d'environ 50 hectares, les 13 chasseurs doivent tuer le maximum de sangliers. Car d'après Daniel, ils sont trop nombreux. De toute façon, le sanglier, on en a trop. Donc il faut en prélever le plus possible, enfin le plus possible. On ne risque pas de mettre en danger la prolifération du sanglier. À quelques kilomètres, c'est finalement un autre tireur qui abat un sanglier. L'animal pèse 80 kilos. Le jeune chasseur est survolté. Je tirais, on va à 50 mètres. Mais des prises comme celle-ci, Daniel en réalise tellement qu'il ne sait plus quoi faire de la viande. Le soir en rentrant, à qui on n'en a pas donné encore, moi. Voilà, on fait partager un petit peu la venaison, quoi. Voilà. L'année dernière, dans la Drôme, les chasseurs ont abattu 12 900 sangliers. Presque 3 fois plus qu'il y a 20 ans. Ici, comme partout en France, les tableaux de chasse augmentent car le nombre de sangliers explose. Dans nos campagnes, il y en aurait aujourd'hui plus de 4 millions. Cette prolifération, elle est en partie la faute des chasseurs. Et pour les agriculteurs, c'est un cauchemar. Guillaume cultive du maïs dans le sud de la France. Ici, le sanglier est un sujet tellement sensible qu'il préfère rester anonyme. Il craint des représailles des chasseurs. Il y a de plus en plus de sangliers, de plus en plus de dégâts. Et on a l'impression que les fédérations de chasseurs utilisent leurs droits et finalement oublient leurs devoirs. Pour nous montrer le problème, il fait comme chaque matin. Il suit les traces de sangliers. On prend des couloirs comme ça, et puis ensuite ils entrent dans la parcelle et ils se perdent un petit peu et ils se mettent à l'abri des regards.
Entre juillet et août, alors que les maïs sont à peine mûrs, ils découvrent de vastes zones piétinées. Les sangliers mettent le maïs à terre et ils vident les épis de leurs graines. Hein, regardez, il n'y a plus rien, en fait, ils mangent tout. Voilà, un épi de maïs mangé par des sangliers. Mais depuis le sol, l'ampleur des dégâts n'est pas visible. Alors nous survolons le champ avec un drone. Mauvaise surprise pour l'agriculteur. Il y a plus de dégâts que ce que je pouvais imaginer. C'est vraiment effarant. Disséminés dans la parcelle, plusieurs zones sombres sont visibles, comme des cratères, des centaines de pieds de maïs saccagés par les sangliers. Il y en a partout dans toute la parcelle. Hein. Même à des endroits où j'imaginais pas qu'il y en aurait. Bon, en termes d'argent, c'est difficile à dire. On peut perdre jusqu'à 50 ou même 80 000 euros par moment. Hein. Sur le chemin. Une perte dont il accuse les chasseurs d'être responsables. Car selon la loi, ce sont eux qui doivent protéger son champ. Soit en tuant suffisamment de sangliers, soit en posant des clôtures autour de ces terres. Et en cas de dégâts, ils doivent rembourser. Ça sont des dégâts, là aussi, comme celui-ci. Mais ces dernières années, la Fédération locale des chasseurs refuse de venir installer les clôtures. Guillaume est censé le faire lui-même. Si on ne le fait pas, on nous menace d'abattement de l'ordre de 20% sur nos indemnisations. Sur la précédente saison, on m'a retenu 12 000 euros d'abattement. Comme une quinzaine d'agriculteurs de son département, Guillaume se retrouve donc livré à lui-même face aux dégâts causés par les sangliers. Encore cet après-midi, en pleine journée. Ouais, pourtant, les fédérations de chasseurs, soucieuses d'avoir suffisamment de gibier à tuer, ont bien leur part de responsabilité dans la prolifération de l'animal. Pour le comprendre, nous suivons Pierre Jouventin dans une forêt du Var. Lui n'est ni chasseur, ni agriculteur, mais scientifique. Voilà, impeccable. Un ancien du CNRS. Vous voyez là, vous avez à la fois la boge, c'est-à-dire la baignoire créée par les chasseurs pour les sangliers, et vous avez le tonneau coupé en deux où ils mettent de l'eau en été, quand il n'y a plus d'eau, que les sangliers ont soif, et où ils mettent de la nourriture. Et alors c'est quoi l'objectif de la manœuvre? Eh bien c'est augmenter la population de sangliers, c'est un truc de fou. D'un côté, il les tue, et de l'autre côté, il les élève. Même si elle pose question, cette oasis pour sangliers est tout à fait légale. Mais quelques kilomètres plus loin, bien caché dans la forêt, nous faisons une autre découverte. Regardez les marcassins là juste derrière. Ils viennent nous voir. Ils sont tout petits. Hop! Cet enclos ne figure sur aucune carte. Pourtant, il renferme des dizaines de bêtes. 1, 2, 3, 4. On n'a pas loin d'une cinquantaine là. Donc ils sont assez nombreux. En un coup d'œil, le scientifique comprend que nous sommes face à des animaux d'un genre bien particulier. Là, on voit un élevage illégal de sangliers, plus exactement de cochongliers. Des cochongliers, mélange de cochons et de sangliers. Une méthode de reproduction totalement illégale, mais qui présente plusieurs avantages pour des chasseurs peu scrupuleux. Une apparition beaucoup plus calme, moins dangereux, plus gros, et puis surtout, ils se reproduisent beaucoup plus vite. Vous avez vu la portée, ils ont des portées gigantesques, et c'est aussi l'explication de ce qui arrive maintenant, c'est-à-dire qu'on en arrive à avoir une prolifération de sangliers, et les chasseurs ont été des apprentis sorciers, parce qu'ils ont démarré la machine, et maintenant ils n'arrivent plus à la rattraper. Le propriétaire de cet élevage clandestin serait-il un chasseur? Pour tenter de le savoir, nous frappons à la porte de la seule maison à proximité. Nous filmons discrètement. Bonjour madame. C'était vous l'élevage de sangliers là? Là, il faut venir comme ça pour le mari. Il est pas là aujourd'hui votre mari? C'est lui qui s'en occupe? Oui. D'accord, il est chasseur votre mari? Oui. Un chasseur qui élève des cochongliers illégaux destinés à des parties de chasse, c'est tout simplement du braconnage. La Fédération des chasseurs du Var a-t-elle connaissance de ces pratiques? Au téléphone, nous posons la question à Marc Messel, son président. D'après lui, les cochongliers n'existent pas. C'est une légende, hein, c'est fini ça. On ne parle plus, hein, il y a bien longtemps que les sangliers se reproduisent naturellement chez nous. Hein. Il n'y a plus d'élevage dans le département puisqu'il n'avait pas de débouchés. C'est vraiment une légende. Hein. Une légende à laquelle Pierre Jouventin croit pourtant dur comme fer. Dans les années 70-80, c'est des dizaines de milliers de cochongliers
qui ont été relâchés et qui maintenant se reproduisent énormément et qui pullulent. C'est-à-dire que maintenant, vous avez des sangliers qui entrent dans les villes. Des sangliers tellement nombreux qu'ils sortent des forêts pour s'aventurer dans les villes. En voici deux, filmés cet été dans le sud de la France. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ils viennent fouiller les poubelles. Ici, toute une famille dans les phares d'un camion, en plein cœur d'un village du Var. Quand la nuit tombe, les sangliers n'ont peur de rien. Et Guillaume, l'agriculteur, le sait bien. On va s'occuper. Presque 23 heures. Comme tous les soirs en été, il enfile son costume de braconnier, car il n'a pas le choix. Une réserve de balles, hein. Parce qu'il arrive que quelquefois on a besoin de 6 ou 10 balles dans la forêt. Donc c'est quand même un outil puissant. Munitions, fusil de chasse, accompagné d'un ami, l'agriculteur doit défendre ses terres. Et aller régulièrement comme ça, 3 jours sur 4, c'est quand même pesant. Hein. C'est pesant parce qu'on est c'est fatiguant, on préfère aller se reposer. On le fait toujours pour pallier à l'insuffisance des fédérations de chasseurs qui ne jouent pas leur rôle, donc on fait leur place. Ouais. Le plus silencieusement possible, les deux hommes progressent entre les cannes de maïs, à l'affût d'un sanglier venu manger. Ce qu'il faut qu'on fasse attention, c'est comme il y a beaucoup de cannes d'écraser, de ne pas marcher sur des cannes sèches qui pourraient nous faire repérer. L'obscurité est totale. Alors pour repérer les animaux, les deux hommes utilisent une lunette à détection de chaleur, un équipement militaire, totalement illégal, mais qui permet à Guillaume de voir comme en plein jour. Qui connaît bien la parcelle, mais à quelle distance à peu près? 120 mètres là. Dans la lunette, un sanglier vient d'apparaître. Vas-y, te rapproches encore. Allez. Quelques mètres plus loin, les deux hommes se mettent en position de tir. Dans leur viseur, à 100 mètres, tout un groupe de sangliers. Il y en a plein. Oh, voilà tout ce qu'il y a. On tire à 3. Ouais. 1, 2. Guillaume n'a pas tremblé. Il y en a un qui est tombé. On va se rendre compte sur place. Il a réussi son tir. Et il ne visait pas n'importe quel sanglier. Lorsqu'on tue une petite bête, en fait, ça leur fait plus de tort quand on tue une grosse, en fait. Généralement, ça les fait fuir quelques jours. Parce que les mères, quand même, quand elles font la pelle le soir, elle va compter ses petits, elle va voir qu'il en manque. Et demain soir, elle va aller dans un autre champ. Parce que là, elle va se dire, ça sent pas bon, là, quand même. Chaque année, entre juillet et août, Guillaume et son ami tuent une centaine de sangliers. Si pour l'agriculteur, le braconnage est une nécessité, pour d'autres, c'est un plaisir. Retour en Corse, avec Christophe Leonardi et ses hommes. Ici, comme partout en France, les policiers de l'environnement constatent l'arrivée d'un nouveau phénomène. Des braconniers en quête de sensations fortes. C'est du braconnage, mais en fait, il tire pour tuer et il est sur place. Des instructions. Le long des routes, de plus en plus d'animaux tués sont retrouvés. Donc il a été vu dernièrement, il y a une dizaine de jours, un sanglier qui a été retrouvé à ce niveau-là, 2 sangliers au niveau du col de San Colombane et un sanglier au niveau de ce poste-ci. Pour tenter d'interpeller ces nouveaux braconniers, ce soir, Christophe et ses équipes mettent en place un dispositif spécial. 14 agents partent se positionner le long de plusieurs routes de campagne. Arrivés sur place, les policiers de l'environnement doivent se faire le plus discret possible. Ils cachent leur voiture. Comme on est à côté de la route et qu'on peut être visible, on utilise un filet de camouflage pour que le véhicule ne soit pas visible dans les reflets des phares. À peine installé, un premier coup de feu est signalé. Plus de doute, les braconniers sont de sortie. 4 de 2, est-ce que vous avez entendu le coup de feu annoncé par le poste 3? Entendu. Une autre équipe appelle Christophe au téléphone. Cette fois, le tireur a été aperçu. L'intervention est déclenchée. Faut que vous bougiez, ça va me tirer sous nous, c'est le mec qui éclaire. Bon, d'accord, on bouge. Bougez, ça va me tirer. Bon, ça va, allez, on part, pas de soucis.
Montez, montez. Il faut prendre le braconnier en flagrant délit. Sinon, pas d'interpellation possible. Sans attendre d'en savoir plus, toute l'équipe roule pied au plancher. Une voiture qui est en train de chasser. Alors j'ai pas plus d'infos. Apparemment, il serait sur la route. On suit le collègue qui connaît bien la zone. Devant, la première voiture arrive sur place. Les 2 agents s'éloignent pour remonter la piste du braconnier. Difficile avec la nuit noire. Au départ, il s'est posté au niveau du bosquet et après il a fait le tour du champ. Ils finissent par trouver le lieu où un sanglier a été touché par une balle. Ah, voilà, là il a été abattu là. Mais pas de tireur, ni d'animal. Ça a saigné, il n'a pas été traîné. Sinon on verrait une traînée de sang. Les agents continuent leur recherche. Arrivés au niveau d'une maison, une masse sombre au sol attire leur attention. Nous devons tous nous cacher. Il a vu le sanglier par terre. Il y a le sanglier là devant, tu l'as pas vu. Quelques mètres devant, le braconnier a laissé sa proie sur place. On espère qu'il va venir récupérer le sanglier, comme ça on peut intervenir. Mais après une dizaine de minutes, personne ne revient. Il a été tiré il y a longtemps? Non, pas très longtemps, non, parce qu'il est encore chaud. Sur cette scène de crime façon braconnage, les policiers de l'environnement cherchent à savoir quel type de munition a été utilisé. Je cherche si je sens plusieurs trous. Je trouve pas de trous, ça rentre pas de l'autre côté. Et là, tu sens bien que ça tout fracassé la mâchoire. Mais Christophe et ses hommes ont peu d'espoir de retrouver le coupable. Ce soir encore, probablement une affaire de braconnage gratuit. Avec seulement 2800 agents pour toute la France, la police de l'environnement semble bien démunie face aux nouveaux braconniers qui ne cherchent qu'à tuer. Tu montes, tu baisses la vitre. Quelque part dans une forêt française, nous embarquons avec des adeptes de ce sport cruel. On a le canon dehors, on touche tranquillement. Il est bientôt minuit. Le tireur de la soirée, ce sera Boris, fusil à la main, sur le siège passager. Donc je vais tirer avec un 31 blazer. Ça tue chevreuil, sanglier, cervidé. Si l'animal prend une balle, il reste là. Tous les gens qui chassent le gros gibier et le jour, long, et nous on s'en sert la nuit. Quelques mètres devant, ses complices le précèdent. Les braconniers sortent toujours la nuit, en équipe, au moins 3 fois par semaine. Ce qu'ils espèrent, c'est tirer du grand gibier, peu importe les risques. Le frisson de tirer un grand cerf, chez le braconnier, ça existe. Tirer vraiment un gros cerf, tu vas tirer un cerf qui porte 12-14, ça existe. La police, on y pense quand ils sont braconnés? Non. Ils sont pas là, la police. Bah, ça va, ils dorment. Tu verras pas un garde, tu verras pas un policier. On n'est pas en ville, on est dans les chemins de terre, on n'est pas... vous m'excuserez, j'arme le calibre parce qu'on arrive sur la zone. Pour chasser la nuit, rien de plus simple. Les phares de la voiture font tout le travail. On essaie de regarder dans les phares les animaux qui arrivent. Et si on en voit un, on essaie de lui mettre une balle pour le tuer. Avance, 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 avance. Boris vient de repérer un animal. En plein cœur d'une forêt publique, sur un chemin communal, il sort de la voiture avec son fusil armé. Dans son viseur, pas de grand cerf, mais un jeune sanglier d'à peine 30 kilos. Boris n'hésite pas à l'abattre. Ça y est, le braconnage est fait. Il est mort, il est mort, il est là. Un coup de feu, aucune règle de sécurité respectée et aucun état d'âme. T'as pas de couteau? Prends ma dague. J'ai pas de remords. C'est une question que la nuit, on est tranquille. Donc on peut le faire. On l'a fait et voilà. Coupe, on s'arrache. Des habitants tout proches pourraient avoir entendu le coup de feu. Cette fois, pour ne laisser aucune trace, les braconniers emportent le sanglier. En quelques secondes, ils quittent la zone. Ça vous est déjà arrivé de vous faire prendre? Non, jamais. Tu piques à gauche. Il roule pas comme un con non plus. Pour Boris et ses complices, la soirée est un succès. Mais elle n'est pas encore finie.
copain qui est boucher, qui est braco avec moi. Je viens de l'appeler, qui vient de dépouiller. Ils vont maintenant faire disparaître totalement le sanglier. En pleine forêt, un stand de boucher clandestin. Parmi les amis qui ont rejoint Boris, il y a Franck, lui aussi braconne, et uniquement pour le frisson de l'interdit. Quand vous tirez des sangliers ou autres, quand les animaux arrivent, ils ont une certaine adrénaline. Et la nuit, cette adrénaline, on peut dire qu'elle est multipliée par 10. Parce qu'il y a le risque, il y a le défi. C'est une façon d'être, c'est une façon de vivre, c'est une façon de comprendre les choses. Vous comptez arrêter de braconner un jour? Jamais. Il n'y a que la mort qui t'arrête. Ces hommes qui braconnent juste pour le plaisir de tuer un animal risquent 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Voici donc la nouvelle réalité de nos campagnes. Mais nos 3400 km de côte ne sont pas épargnés. Une espèce en particulier suscite toutes les convoitises, car ce braconnage-là peut rapporter des millions. À côté de Bordeaux, Benjamin Bonnet doit récupérer une commande très spéciale. Salut Benjamin. Salut, tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, nickel. Tu viens chercher ta marchandise? Bah ouais, c'est bon. C'est la seule fois de l'année qu'il achète ce produit. Il va le servir ce midi dans son restaurant, mais pour l'instant ça n'a rien d'appétissant. En poche oxygénée pour qu'elle reste vivante. Super le transport. Génial. Voilà la bête. Vas-y, fais voir. Je te laisse voir. Les civelles, ce sont ces petites anguilles qui n'ont pas encore atteint leur taille adulte. C'est l'une des espèces les plus braconnées en France. Et puis bon, c'est bien, elles sont super vivantes et tout. Donc c'est cool, c'est cool, c'est cool. À ce stade de leur développement, elles sont extrêmement précieuses. Le montant de la facture en atteste. Comme je t'ai prévu, avec mon livraison, donc à 480 €. Ça reste quand même onéreux. 480 € pour 200 grammes de civelle, presque le prix du caviar. Bon ben, merci hein. Merci à toi. Ah ouais. Dans la région, cette espèce très précieuse, qu'on appelle aussi des pibales, a un surnom qui donne la couleur. La pibale a une qualification d'or blanc, tout simplement parce que, comme l'or, c'est quelque chose qui coûte cher parce que c'est rare. Et la pibale en pleine saison est complètement transparente, donc on appelle ça l'or blanc. Un or blanc avec une texture et une saveur incomparables, d'après Benjamin. C'est un cadeau. C'est une chance de pouvoir cuisiner ça, quoi. Voilà. Ça fait un peu comme un spaghetti qu'on aurait cuit à mi-cuisson, quoi. Voilà. Allez, c'est parti. Une pointe d'huile, un peu d'ail, voilà comment se dégustent les civelles. Parfait. Pibale sous caillou. À cause de leur prix, les civelles ne sont pas à la carte du restaurant. Benjamin les cuisine uniquement sur commande. Pour quelques bouchées de civelles, ce couple a déboursé plus de 400 €. Des produits comme ça qui sont occasionnels, on n'en mange pas tous les jours. Moi je trouve que le prix, il est trop important. Est-ce qu'on pourrait vraiment le baisser? Ça, j'en doute. Un mets d'exception qui se vend donc très cher. Si la civelle est un marché réservé à des privilégiés, elle est aussi au cœur d'un trafic international, avec la France comme plaque tournante. Pour les civelles, tout commence ici, dans la mer des Sargasses au large de Cuba. Pendant plus d'1 an, elle parcourt 6000 km pour atteindre les côtes européennes. Arrivée en France, elle est pêchée, mais surtout, elle est braconnée. Dans les Landes, un homme s'est donné pour mission de défendre les civelles. Il s'appelle Philippe Garcia, il fait partie d'un réseau de lanceurs d'alerte. On va installer un premier piège, parce que là il y a une place idéale. C'est là où on espère filmer un collecteur, celui qui rassemble les prises des autres pêcheurs, parce qu'ils sont plusieurs évidemment. Donc, Philippe n'hésite pas à donner de sa personne et il utilise du matériel professionnel. Ah oui, alors ça c'est un piège photographique, hein. C'est fait pour voir la vie animale sauvage par exemple, ou bien les braconniers. Moi je trouve que c'est bien d'aider les administrations et de leur donner les renseignements qui vont bien pour qu'elles fassent leur job, quoi. Voilà, celui-là il est extraordinaire. Dans cette zone résidentielle en bord de mer, Philippe espère filmer les braconniers en pleine action, grâce à ses pièges orientés vers le rivage. Allez, on va passer au troisième. En 30 ans,
75% des civelles ont disparu des côtes françaises. L'espèce est menacée. En cause, des années de surpêche et une filière illégale très active, dont les braconniers ne sont que les petites mains. Le principe, c'est pas d'arrêter tous ces petits dealers, là, tous ces petits pêcheurs. C'est pas eux qui font du mal. Ceux qui font du mal, j'appelle ça des dealers parce que c'est comme la drogue. C'est pareil pour moi, c'est la même chose. Et ces petits pêcheurs, ça sert à rien de les arrêter un par un. Ça sert strictement à rien. On n'arrête pas les dealers de drogue qui vendent des petites doses comme ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'attraper les gros trafiquants. C'est ça qu'il faut faire. Pour contrer ces braconniers dealers, Philippe peut compter sur son réseau d'informateurs. Il le renseigne sur les habitudes des braconniers. Bonjour. Bien. Cet homme qui veut rester discret habite le quartier. Il a vu les trafiquants prendre possession des lieux. Et depuis combien d'années vous avez remarqué ce trafic? Le trafic, c'est depuis vraiment 5 à 6 ans que ça a pris des trucs extraordinaires. Alors là, c'est très très organisé. Il y a un véhicule qui est garé bien au bord de la plage, deux autres véhicules qui sont sur le pont. Ça serait donc des braconniers avec des guetteurs. Donc, oui, ce qui est assez incroyable, parce qu'ils ne se cachent même pas. Quoi. Ah non, on est dans un quartier semi-résidentiel, voire résidentiel, hein, et ils ne se cachent pas du tout. Quoi. Ces braconniers qui agissent au milieu de la nuit, parfois même sous les yeux de certains riverains, Philippe va les traquer à sa façon. Mais difficile de faire la différence avec les pêcheurs, légaux cette fois. Jean-Yves Elissalde pêche des civelles depuis qu'il a 13 ans. C'est ma boîte à malice. Entre novembre et mars, la meilleure saison, il sort tous les soirs avec ce filet spécial qu'on appelle un tamis. Tu es obligé d'avoir ton matricule pour que je t'ai les gardes qui viennent, qu'ils repèrent à qui c'est le matériel. Quoi. Un numéro de matricule, car dans les Landes, seuls 25 pêcheurs ont le droit de capturer des civelles. Ils sont 630 sur toute la France. Pourtant la nuit, Jean-Yves croise des braconniers. Ils pêchent même parfois côte à côte. Ceux qui n'ont rien à faire là, on essaie de leur expliquer que ça, c'est pas raisonnable par rapport à tout, mais après ils font ce qu'ils veulent. Hein. Ce soir, il est le seul à installer son matériel sur la plage. La pibale se mérite. Tu vois, je me mets dans le canal qui descend, et là il y a la vague qui va venir contrer l'eau du canal, et moi je me mets dans la pointe pour essayer de les attraper. Filet à la main, le pêcheur brave le courant et manque de se faire emporter. Après c'est du sport, hein. Quand il y a un peu de mer, c'est du sport. Les précieuses civelles se montrent enfin, mais elles se comptent sur les doigts de la main. T'en as 7 ou 8. On va les mettre dans la boîte. Depuis 11 ans, pour ne plus mettre en danger la civelle, les pêcheurs sont soumis à un quota drastique. Dans les Landes, c'est 3100 kg de pibale maximum, soit 124 kg en moyenne par pêcheur. Les braconniers, eux, n'ont aucune limite. Les civelles de Jean-Yves sont suivies à la trace. À son retour au parking, le pêcheur ne peut pas quitter les lieux tout de suite. Il a l'obligation de consigner sa pêche. Avant de pouvoir démarrer son véhicule, il faut peser notre pêche et la marquer sur notre lovebook qui fait lovebook, déclaration de pêche et bon de transport. Quoi. La pêche de Jean-Yves. Ouais, il doit y avoir 500-600 grammes. 600 grammes de civelles. Il pourra les vendre 100 € en passant par le circuit légal. Au même moment, Philippe Garcia récupère ses caméras. Bon, allez, on va voir si la pêche est bonne. Ce soir encore, ces pièges ont fonctionné. Sur les images, un braconnier est à l'œuvre. Il va remonter avec son tamis, donc là il est vulnérable évidemment, vous voyez, il a son tamis dans les mains, il pêche la pibale, il ne peut pas dire le contraire, il a sûrement les pibales dans le... Et hop, il court à la voiture. C'est un des comportements suspects quoi. Un pro, il n'a absolument pas besoin de courir, de se planquer. Pour pouvoir prendre rapidement la fuite, le braconnier pêchait dans un cours d'eau proche de la route. Ces vidéos, Philippe Garcia les envoie systématiquement aux autorités. Il est persuadé qu'elles peuvent être utiles, d'une manière ou d'une autre. C'est une relation à sens unique. C'est-à-dire que nous, on envoie l'information, on n'a jamais de retour. Maintenant, on s'aperçoit après coup qu'elles ont été exploitées. Quoi. Voilà. Et nous, ça nous suffit. Voilà, on n'a pas d'autres prétentions. Quoi. Chaque année en France, les braconniers capturent environ 30 tonnes de civelles. Mais ils ne revendent pas leurs marchandises sous le manteau à des restaurateurs. Car il existe une filière beaucoup plus lucrative, derrière laquelle se cache un réseau criminel. Dès la pêche des braconniers terminée, des acheteurs prennent le relais. L'un d'eux a accepté de nous rencontrer. Donc là, on arrive à une écluse, l'endroit favori des braconniers.
À visage caché, il nous explique comment les transitions s'opèrent, comment les braconniers le contactent. On habite tous ici, on se connaît tous. Il t'appelle par téléphone ou il vient te voir, il te croise. Donc après, à toi de savoir si tu veux ou pas acheter. Et l'échange se fait à l'arrière d'un camion ou se fait... Ouais, à l'arrière du camion ou des fois directement chez le braconnier ou des fois c'est le braconnier qui vient. Ces civelles braconnées, le trafiquant les achète environ 100 € le kilo. Mais il va les revendre 5 fois plus cher, à des clients bien particuliers. Cette pêche, elle est vendue en règle générale à des grossistes espagnols. Si on fait une moyenne de 200 kilos, ça peut faire vite entre 80 et 100 000 €, 120 000 €. Ouais, ça peut aller vite. Hein. On peut vite gagner beaucoup d'argent quand même. Jusqu'à 120 000 € pour une cargaison de 200 kilos. Qui sont ces clients espagnols et pourquoi sont-ils prêts à mettre autant d'argent? En mars 2018, la Guardia Civile perquisitionne l'un de leurs entrepôts. À l'intérieur, des millions de civelles. Mais les policiers découvrent aussi plusieurs valises. En utilisant les mêmes techniques que des trafiquants de drogue, les grossistes espagnols exportaient les civelles vers l'Asie. Or, depuis 2010, c'est absolument illégal. 1 kilo de civelles se négocie autour de 4 000 € en Chine. Dans ce mur de valises, les policiers en saisissent 5 tonnes, valeur marchande 15 millions d'euros. Ces cartels de la civelle en exportent 100 tonnes chaque année vers l'Asie. Pour endiguer ce trafic, la justice frappe fort. À Bordeaux, c'est un revendeur français qui va être jugé. Le fait de porter atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques. L'avocat François Ruffier va tenter de faire condamner cet homme en chemise rose. Il est accusé de trafiquer des civelles. L'audience est ouverte. Devant le tribunal, l'accusé nie tout en bloc. Mais à l'extérieur de la salle d'audience, l'un de ses complices nous raconte qu'il était bien payé pour transporter des civelles. Vous conduisez le camion, c'est ça? C'est ça, en route pépère. Hein. Ou même tranquillement, quoi. Justement, pour pas se mettre en infraction, je vais ramasser dans les 1500 €. 1500 € pour un trajet. Ouais. Après, les 2 premiers que j'ai faits, c'était moins parce que c'était moins loin, quoi. Le trafiquant est finalement condamné à 2 ans de prison ferme. Lorsque les policiers viennent le chercher, c'est une surprise, même pour Maître Ruffier. Voilà l'escorte, moi c'est... Enfin, je sais pas pour toi, mais moi c'est la première fois que je vois Rocky à mon dépôt à l'audience pour une affaire, Ce genre d'affaire, oui. Une affaire d'espèces protégées. Ouais. Quoi. Un revendeur de civelles derrière les barreaux, le symbole d'une nouvelle ère. Aujourd'hui, le message est clair, tolérance zéro pour les braconniers. 7 h du matin, dans le sud-est de la France. En première ligne de ce combat, 2 policiers de l'environnement. Ils travaillent en civil pour rester discrets. On va regarder que ça bouge un peu déjà là-bas. En lisière d'un centre-ville, à la vue de tous, ce terrain vague est un véritable terrain de jeu pour les braconniers d'oiseaux. En quelques minutes, Eric Roux trouve un premier piège abandonné sur place. Là, on a un filet japonais qui est accroché dans l'arbre, là, qui est plus utilisable. Mais c'est exactement ce genre de matériel que les braconniers utilisent pour capturer vivants les oiseaux. Ça marche comment? Et ces filets qui font 1,50 m, 2 mètres de haut sont tendus de façon horizontale. Et les oiseaux sont attirés dedans soit par du grain, soit par des appelants vivants, de la même espèce souvent. Et ils viennent se prendre dans ces filets, s'en paître dedans et ne peuvent plus repartir. Un peu plus loin, deuxième piège, tout aussi rudimentaire, mais terriblement efficace. Regarde, tu vois par terre, des graines de tournesol, des piquets qui sont plantés où tu peux installer des baguettes de glu et tu attires avec les oiseaux avec le tournesol par terre. Ouais, la graine, il vient se poser avant de descendre manger. Il reste collé. Ici, les braconniers semblent agir en toute impunité. Ils ne cherchent même pas à effacer leurs traces. Donc on a des éléments intéressants là. On a une baguette plantée, une grosse baguette, et du grain par terre, tout frais. Un peu plus loin, à 50 mètres là. La présence de braconniers ne fait aucun doute. Pour avoir une chance d'en interpeller un, Eric et son collègue vont se cacher dans un bois tout proche. On va se caler par là. Hein. Ça me paraît pas mal. Au milieu du terrain vague,
Un comportement retient l'attention d'Eric. Celui d'un homme qui transporte du matériel suspect. Ouais, il a une baguette, une branche. Il y a quelques images à faire avec le drone. Nous envoyons notre drone pour filmer son mode opératoire. Au centre de l'image, voici le braconnier. Les policiers de l'environnement acceptent que nous allions à sa rencontre. À quelques mètres de lui, une cage retient un petit oiseau d'à peine 10 cm. Tête rouge, plumage coloré, c'est un chardonneret. Le braconnier, lui, semble à peine sorti de l'adolescence. Il nous assure que ce n'est pas lui qui a posé le piège. C'est pas moi, c'est mon cousin, c'est pour ça. Mon cousin a laissé là. Et vous surveillez en fait? Oui. Pendant que nous quittons les lieux, l'équipe d'intervention arrive. Mais le braconnier a eu le temps de prendre la fuite. Il est rattrapé in extremis, la cage toujours dans la main. Le braconnier avait déposé de la glu sur des graines. Les oiseaux qui venaient manger se retrouvaient piégés. Voilà, ça c'est de la glu. Là où la glu, tu la prends où? Je l'ai jeté là, parce qu'il y en avait un peu. Il n'y en avait plus? Non, il n'y en avait plus. T'as jeté la boîte. Un peu plus loin, les agents trouvent le reste de son matériel. Dans la course, je l'ai vu jeter un sac, donc il doit y avoir les ustensiles qui lui ont permis de capturer les oiseaux. Donc il y a de la farine, ça c'est quand ils ont de la glu, les chardonnerets qui ont été capturés. Lorsqu'ils ont de la glu, ça permet de les talquer pour pas qu'ils s'abîment trop. Un tube de glu basique qui leur permet d'engluer des baguettes pour les attraper. Et ça c'était pour pas stresser l'oiseau, pour le mettre au noir. Ils ont une petite housse où ils mettent l'oiseau vivant à l'intérieur. Depuis les immeubles qui bordent le terrain vague, le cousin du jeune homme a assisté à toute la scène. Arrivé sur place en quelques minutes, il est bien décidé à sortir le braconnier de ce mauvais pas. Il a fait quoi, mon frère? Il capturait les espèces protégées des fois. Les policiers de l'environnement décident de contrôler l'identité des deux hommes. La tension monte d'un cran. Ça, je te la casse, ce truc. Calmez-vous. Voilà, je m'en bats les couilles. Sorte de main. Pourquoi vous vous énervez là? Prenez photo, je sais pas. Le cousin refuse de coopérer. Il est de plus en plus nerveux. À la demande des agents, nous coupons notre caméra. De retour sur le lieu du braconnage, les deux policiers de l'environnement collectent des preuves. Là, on est sûr que c'est du chardonneret et ça montre bien les mutilations qu'ils peuvent subir avec ce type de capture. Le chardonneret est aujourd'hui une espèce menacée de disparition. Pourtant, il fait l'objet d'un trafic partout en France. Cet oiseau très recherché, certains le manipulent avec la plus grande douceur. Kamel Latrèche est un passionné de chardonneret, mais un ennemi farouche des braconniers. Pour certains braconniers, on va dire c'est de l'or, mais pour nous c'est un gâchis parce que les espèces qui sont dans la nature doivent rester dans la nature. Le passionné respecte les règles, le passionné est préoccupé par le bien-être animal, que le braconnier participe à la disparition d'une espèce. Donc c'est deux mondes différents. Chez Kamel, tous les chardonnerets sont nés en captivité. L'éleveur possède un permis délivré par la préfecture, ce qui lui donne le droit de vendre ce spécimen à Michel Brault, lui aussi éleveur. Il y a un examen, disons, visuel de l'oiseau pour voir s'il est en forme. L'œil bien rond, c'est pour montrer qu'il est en bonne santé. L'œil est bien rond, le plumage est bien serré. On peut aller un peu plus loin en le retournant et en soufflant un petit peu pour voir le bréchet de l'oiseau. Le bréchet, Donc... Après l'examen de santé, les papiers. Et il y en a beaucoup. Donc je remplis ma partie là un peu. Voilà. Comme le chardonneret est une espèce protégée, il y a plus de papier que chez une voiture. Il faut remplir pas moins d'une dizaine de formulaires. Quant au prix de l'oiseau, il est toujours à peu près le même. Et les éleveurs ne le négocient pas. Un oiseau comme ça, il a une valeur d'échange entre 50 et 80 euros. Et Michel je vais lui céder à 50 euros. C'est un prix d'amis. C'est un prix correct. Ce qui donne sa valeur au chardonneret, c'est notamment son plumage. Chez plus de 15 000 éleveurs en France, il suscite une passion hors norme. Merci Michel, à bientôt.
Quelques jours plus tard, nous retrouvons Kamel au championnat de France des éleveurs. Ces oiseaux ont voyagé dans cette boîte, à l'abri de la lumière, pour éviter le stress. J'espère qu'ils ont bien supporté. Normalement, oui. Hein. Ils ont l'habitude. Normalement, ils ont l'habitude, oui. Les chardonnerets de Kamel vont concourir parmi 5000 oiseaux venus de toute la France. À son arrivée, l'éleveur est encouragé par le président du championnat, en personne. On croise les doigts. On croise les doigts, voilà. Merci Pierre. Une attention bien particulière, car dans le monde des éleveurs, parmi tous les oiseaux, le chardonneret ancestral, celui-ci rouge et marron, occupe une place unique. La légende, c'est qu'il a son masque rouge parce qu'il a été voir le Christ quand il a été crucifié. Et c'est le sang du Christ qui aurait coloré son nom. Il est mystique cet oiseau? Tout à fait. Oui. Seulement pour participer au championnat, il est arrivé que certains éleveurs achètent leur chardonneret à des braconniers. Le président lui-même le reconnaît. Ça existe à la marge et il faut nettoyer quand il le faut. Nous sommes tous passionnés par les oiseaux et c'est une occupation, une passion qui est noble. Il ne faut pas qu'elle soit salie par des personnes qui ne respecteraient pas la réglementation. Alors pour éviter les fraudes, aujourd'hui les éleveurs doivent fournir tous les papiers de leurs oiseaux. Ces feuilles, vous voyez qui sont toutes alignées ici, représentent les permis des éleveurs qui ont exposé. Chaque éleveur doit avoir un permis spécial pour ces espèces qui sont protégées. Dans ce gymnase, il y en a pour plusieurs centaines de milliers d'euros d'oiseaux. Ils passeront la nuit ici. Le lendemain matin, le championnat est ouvert au public. Kamel vient récupérer ses résultats. Voilà Kamel, ton Bonjour. enveloppe. Et à la cocarde, le champion de France. Ça c'est la fierté. Voilà, ça c'est la fierté. Voilà. Il est champion de France, mais l'éleveur n'est pas là pour s'en vanter. Kamel sensibilise le public, car il sait que de plus en plus d'éleveurs achètent leurs oiseaux à des braconniers. Il faut respecter les règles, il faut respecter la traçabilité. Et si on aime les oiseaux, on veut que ces oiseaux soient préservés dans la nature. Traquer les braconniers qui revendent des chardonnerets, c'est le travail de la police de l'environnement. Dans le département du Nord, un coup de filet se prépare. De ce qu'on a eu comme information et comme investigation, on est sur environ 2000 oiseaux braconnés chaque année. Les agents ont identifié un réseau structuré, 17 braconniers et des petites mains aux grossistes. Le trafic peut rapporter gros. Au niveau des personnes qui vont capturer les oiseaux, ça va représenter quelques milliers d'euros par personne, par individu, en fonction de son activité. Bien sûr, au plus elle va capturer, au plus elle va gagner de l'argent. Au niveau du grossiste, on va être plus de l'ordre du dizaine de milliers d'euros. Ces braconniers pillent la nature pour de l'argent. Et d'après les policiers de l'environnement, cela paye mieux que la drogue. Et c'est beaucoup moins risqué. Contrairement à la drogue, là, les personnes qui capturent les oiseaux en nature, la marge est nette. Il n'y a pas de dépenses. Ça, c'est du bénéfice net. Donc c'est encore plus facile. C'est encore plus facile. Ces filières de braconnage sont en général implantées discrètement dans de petites communes. Comme ici, à quelques kilomètres de Lille. Jean-Michel Vasseur commande l'opération. Est-ce que tu sais s'il y a quelqu'un qui est chez lui? Des fois qui donne un coup de téléphone pour vider la volière? Difficile à croire, mais dans ce village, le propriétaire de la supérette locale est l'un des braconniers du réseau. Bonjour monsieur. Directement dans le magasin, les agents le prennent par surprise. On est de la police de l'environnement, on vient faire un contrôle de vos oiseaux que vous détenez. Dérangé en plein travail, l'homme a bien du mal à se défendre. Plusieurs éléments le confondent. Il y a un filet tendu là derrière le magasin. Ouais. Enfin, il y a un filet. Ouais. Vous avez votre domicile qui est un peu plus loin, il y a des oiseaux dans une volière. Ok, donc on va faire un contrôle. Derrière le magasin, l'homme ne prenait même pas la peine de dissimuler son piège. Il y a un filet qui est entre deux perches. Il n'est pas opérationnel, mais je pense que le brouillard a fait que le filet a été rabattu. Alors on va rester là, on le voit juste là. On voit la perche avec le filet. Pour savoir combien d'oiseaux l'homme a capturé, les policiers de l'environnement doivent maintenant perquisitionner sa maison. Je sais pas où est-ce qu'elle est la lumière. À l'intérieur, ils découvrent une grande volière avec plusieurs oiseaux. Ça va pas être simple à les rattraper. Vous avez une petite cage où on pourrait les mettre dedans? Mais en sortant,
la saisie n'est pas très impressionnante. Là, on est sur 4 chardonnerets élégants, non munis de marque donc, qui ont été capturés en nature. L'agent semble même déçu d'avoir trouvé si peu de chardonnerets. Là, maximum, on peut être à 600 € là. Au grand maximum, la fourchette haute, on peut être à 600 €. 600 € dans cette cage. Oui, c'est ça. Et sachant que avec le filet que vous avez vu tout à l'heure, sur un nuage d'oiseaux de cette espèce, le filet peut en capturer par moment 10, 15, 20 en même temps. Ça peut arriver. Et ça arrive. Ce jour-là, les policiers de l'environnement ont donc manqué de chance. Mais le lendemain, le coup de filet continue. Par contre, vous descendez pas tout de suite de la... Jean-Michel soupçonne cet homme d'être l'un des plus gros braconniers du réseau. Bonjour monsieur, c'est la police de l'environnement. Pour en avoir la certitude, il perquisitionne sa maison. Nous filmons depuis la rue. Dans le jardin, Jean-Michel est immédiatement frappé par le nombre d'oiseaux. Ça chante. Bah oui. Ça chante, ça chante. Au minimum, il y en a plusieurs dizaines, stockés dans une imposante volière que l'homme a fabriquée lui-même. Jean-Michel repère des chardonnerets. Tous les oiseaux qui sont là, est-ce qu'il y en a une partie qui sont bagués, ils sont pas bagués? Non, ils sont pas bagués du tout. Il n'y en a aucun de bagué? Ok, d'accord. On va aller rapidement jeter un coup d'œil dans le fond du jardin. Ces chardonnerets braconnés, l'homme les attrape en fait sur commande pour les vendre à des éleveurs de la région. Ça reste pas plus longtemps que 2 jours. D'accord. Après, du jour au lendemain, c'est parti. Hein. D'accord. Donc vous vendez et vous achetez des oiseaux? Ben moi j'achète et puis je revends. D'accord. Ce jour-là, les policiers de l'environnement réalisent une saisie dont ils sont fiers. 54 chardonnerets fraîchement capturés. On n'est pas sur des espèces qui ont des valeurs individuelles financières importantes, mais en quantité d'oiseaux, on est sur des volumes importants. C'est un véritable pillage de la faune sauvage. Financièrement, ben là, je dirais qu'il y en a pour entre 2 et 3 000 €, voire un peu plus. Ouais. Le braconnier risque aujourd'hui 3 ans de prison et 150 000 € d'amende. Après chaque perquisition, pour donner du sens à leur combat, Jean-Michel et ses hommes redonnent sa liberté aux chardonnerets. C'est le retour des oiseaux dans leur milieu. Toujours avec une pointe d'émotion. Oui, oui, on fait du bien. Enfin, on a fait notre travail. Voilà, le sentiment du travail accompli. Comme le chardonneret, 9500 espèces sont protégées en France. Une liste qui s'allonge d'année en année. Aujourd'hui, au nom de la protection de l'environnement, les autorités s'attaquent à de vieilles traditions. Des pratiques longtemps autorisées par la loi qui deviennent du jour au lendemain du braconnage. Dans le port de Bayonne, nous retrouvons Philippe Garcia, le justicier de l'environnement, fidèle à lui-même. On se demande s'il y a un État. On se demande s'il y a un État. Il n'y en a pas. L'État, c'est les pêcheurs qui font leur loi. Après les civelles, il s'attaque à une autre tradition du sud-ouest, la pêche au filet dérivant, ici, dans l'embouchure de la rivière de l'Adour. Pour Philippe, toujours le même mode opératoire. Filmer les braconniers en pleine action. Sauf que cette fois... Là, il y avait au moins 2 saumons. Un autre, regardez. Dans son objectif, ce sont des pêcheurs professionnels. Là, ça va vite. 7e poisson. Philippe les accuse d'utiliser une technique interdite pour capturer des poissons pourtant menacés par la surpêche. Ils ne connaissent pas la loi, ils connaissent ni les règlements ni les lois. Eux, ce qu'ils connaissent, c'est comment attraper un poisson, c'est tout. Ils pêchent sur une espèce qui n'en peut plus. Parmi les pêcheurs que Philippe accuse, il y a Jean-Yves Elissalde. Reste devant, reste devant. Aujourd'hui, il n'attrape pas de civelle, mais bien des poissons, et sa mort. Ça, c'est quoi? Une truite. Les 17 pêcheurs qui travaillent dans cette zone utilisent tous la même technique, le filet dérivant. C'est un filet qui fait 140 mètres. C'est sûr, on est là pour pêcher, mais je pense qu'on respecte quand même une norme en longueur, en hauteur et en longueur qui est quand même raisonnable. Cette technique est interdite depuis 2014. Pourtant, les pêcheurs continuent de l'utiliser, car c'est la seule méthode efficace pour attraper des poissons. Sur la rive, Philippe, toujours en train de filmer, vient de se faire repérer. Bonjour. Vous allez bien? Ouais, très bien. Ouais. Ouais. Ce pêcheur sait très bien que ses collègues sont en tort et il n'apprécie pas du tout la présence du lanceur d'alerte. Il va lui faire savoir. On filme des filets dérivants qui pêchent dans l'Adour, d'accord?
D'ailleurs, il relève, donc je vais me concentrer. Moi aussi, je vous regardais relever. Vous cherchez l'affrontement? Vous êtes filmé par la télévision, hein? Oui, mais c'est bien. Allez-y. Alors, je prends la main, hein, si vous voulez. Attention, c'est vous. Eh bien oui. Attention, c'est une agression, monsieur. Vous êtes filmé. Attention, monsieur. Oui, mais vous aussi, vous avez été filmé. Parce que vous créez un incident. Non, je ne crée pas l'incident, on discute. Ah non, on ne discute pas. Là, vous vous opposez à mes activités. Moi, Le ton monte d'un cran. Le pêcheur devient agressif. J'ai fait assez de chemin Allez comme chercher ça. la merde dans le trou du cul des autres. Parce qu'on défend la planète, monsieur. Voilà ce qu'on fait. On défend la planète, on défend la biodiversité. Donc, demain, la loi, elle est respectée. C'est-à-dire, non, les pêcheurs, messieurs, vous n'avez plus le droit de pêcher là. Oui. Voilà. Les 12 pêcheurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils savent faire que ça de leur 10 doigts. Vous savez que vous tuez un métier. Vous savez que vous envoyez des gens de 30 Mais ans. on ne veut pas tuer un métier, on veut pas tuer ces gens, on veut les reconvertir. La reconversion, ces pêcheurs professionnels vont être obligés d'y penser. Car depuis le passage de Philippe, la pêche a été totalement interdite dans l'estuaire de l'Adour. Dans les années qui viennent, il faudra trouver un équilibre entre la sauvegarde de certaines pratiques et la protection de l'environnement. Un défi national qui risque de transformer bon nombre de pêcheurs et même de chasseurs en braconniers. C'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau document d'enquête exclusive.